Bonjour, cette vidéo commente le troisième chapitre d'un MOOC sur les bases du traitement du signal. Après le premier cours où j'avais repris les diverses classifications de signaux, le second où je m'étais intéressé à l'analyse des signaux périodiques, ici je vais m'intéresser à l'analyse des signaux non périodiques. Vous avez accès à l'intégralité du document de cours, mais aussi aux travaux dirigés et aux TP associés sur la plateforme de formation partenaire à cet enseignement. J'indique en commentaire les liens pour vous renseigner. Au cours de la première vidéo, j'avais défini et distingué les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Au cours du deuxième chapitre, j'avais repris l'analyse des signaux périodiques en définissant les différentes formes de décomposition en série de Fourier. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la transformée de Fourier, une transformée qui va pouvoir s'appliquer à l'intégralité des autres signaux apparaissant dans cette classification. Pour présenter la notion de transformée de Fourier, je vais ici considérer le spectre d'un signal x de t construit comme étant une suite d'impulsions rectangulaires. Alors on l'a vu au cours du chapitre sur l'analyse des signaux périodiques, un signal périodique présente un spectre fréquentiel d'amplitude discret dont les différents traits représentent les termes. La première raie correspond au terme composante continue de la décomposition en série de Fourier du signal x de t, et puis les autres raies correspondent aux différentes composantes alternatives de cette décomposition, à commencer ici par la première raie qu'on appelle le fondamental, qui est une fréquence égale à la fréquence du signal temporel à décomposer, et puis ici les harmoniques de rang 2, parce que à la fréquence ici 200 égale à 2 fois la fréquence du fondamental, harmonique de rang 3, de rang 4, etc. Les raies sont donc distantes d'une fréquence égale à la fréquence du signal x de t, 100 Hz pour l'instant. Je vais maintenant pouvoir, à l'aide de ce bouton, régler la valeur de la fréquence. En diminuant cette valeur de fréquence, eh bien j'augmente évidemment la période du signal, mais j'observe simultanément que les raies se rapprochent les unes des autres. Si je continue de diminuer cette fréquence jusqu'à obtenir un signal x de t qui est apériodique, qui ne présente plus de période, eh bien, je comprends que par interpolation, le spectre du signal tend à devenir continu. Et voilà un résultat à retenir. Un signal non périodique présente un spectre fréquentiel continu. Ce spectre est la représentation graphique de la transformée de Fourier. Alors, qu'est-ce que la transformée de Fourier? Eh bien, la transformée de Fourier d'un signal non périodique x de t est la densité spectrale d'amplitude notée grand X JF définie par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit x de t fois l'exponentielle complexe moins j de pi ft dt. Si le signal temporel est une tension électrique exprimée en volts, eh bien sa transformée de Fourier XJF va s'exprimer en volts par Hertz. À la transformée de Fourier qui permet de définir une densité spectrale d'amplitude à partir du signal temporel x de t, eh bien on associe une transformée de Fourier inverse qui va permettre de définir le signal temporel associé à une densité spectrale d'amplitude. La définition de la transformée de Fourier inverse est indiquée ici, donc x de t est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité spectrale d'amplitude fois l'exponentielle complexe plus j de pi ft df. Si la fonction temporelle x de t ne possède pas de symétrie particulière, eh bien sa densité spectrale d'amplitude, qui dépend de la fréquence, est une fonction complexe. Dès lors, on va pouvoir l'exprimer de deux façons. Sous une première forme algébrique, x est égal à la somme d'une partie réelle plus j fois une partie imaginaire, ou encore sous une forme dite polaire, définissant une densité spectrale de module et une densité spectrale de phase. Alors une fois qu'on a défini la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse, quelles sont leurs propriétés? Ici, dans un tableau, j'ai recensé les propriétés ou singularités de l'analyse temporelle de signaux. Et ici, dans la partie droite, en bleu, les propriétés ou singularités associées liées à l'analyse de Fourier. Reprenons quelques propriétés importantes. Alors, à commencer par la linéarité, à savoir que à
l'expression a fois x de t plus b y de t, où a et b sont des constantes, correspond dans l'analyse de Fourier, eh bien, la même relation de linéarité, a fois x transformé de Fourier du signal x de t, plus b fois y transformé de Fourier du signal y de t. Un décalage temporel d'un retard noté ici Td correspond dans l'analyse fréquentielle à une modulation, à savoir le produit de la transformée de Fourier du signal x de t fois une exponentielle complexe faisant intervenir ici le décalage temporel. Inversement, à une modulation dans le domaine temporel correspond un décalage fréquentiel dans l'analyse de Fourier. À une dérivation dans le domaine temporel correspond une multiplication par la fréquence de la transformée de Fourier du signal x de t. À une intégration dans le domaine temporel correspond à une division par la fréquence de la transformée de Fourier du signal x de t. Ici, d'autres propriétés. Au produit de convolution dans le domaine temporel correspond le produit des transformées de Fourier associées. Inversement, au produit dans le domaine temporel correspond la convolution des transformées de Fourier associées. L'énergie définie dans le domaine temporel à partir de la densité d'énergie du signal x de t peut être également définie à partir de la densité spectrale d'énergie dans le domaine fréquentiel. Enfin, si le signal temporel x de t est une fonction paire, eh bien sa transformée de Fourier est réelle. Si le signal temporel est une fonction impaire, sa transformée de Fourier est un imaginaire pur. Pour terminer, une propriété importante, la symétrie de forme, qui va nous permettre de déterminer facilement et rapidement les transformées de Fourier et la transformée de Fourier inverse à partir de tables recensant des expressions temporelles de signaux et leurs transformées de Fourier associées. Cette table de transformée de Fourier, on la trouve partout dans la littérature et il est important de savoir l'utiliser pour déterminer des transformées de Fourier ou des transformées de Fourier inverses. Ici, quelques éléments de cette table. Vous trouverez dans le document de cours une liste bien plus complète de ces différentes transformées de Fourier. Ici, ainsi, à l'impulsion rectangulaire ou encore à la fonction porte dans le domaine temporel correspond une transformée de Fourier sous la forme d'un sinus cardinal. Ici est représenté le module de ce sinus cardinal. Et inversement, à une fonction sinus cardinal dans le domaine temporel correspond une fonction porte dans le domaine fréquentiel. C'est la symétrie de forme que je viens d'évoquer. Par ailleurs, à une impulsion triangulaire est associée une fonction sinusoïdale carrée, et réciproquement. Et enfin, à une impulsion exponentielle est associée, et c'est un point important qui va nous être utile lorsqu'on abordera la notion de filtrage, notamment ici un filtre passe-bas du premier ordre, et donc est associée une transformée de Fourier sous la forme 1 sur A plus J fois 2 fois pi fois F. Alors comment déterminer pratiquement l'expression d'une transformée de Fourier ou d'une transformée de Fourier inverse? Eh bien, deux méthodes. La première méthode va consister à utiliser les définitions de la transformée de Fourier ou de la transformée de Fourier inverse, selon le besoin. Et la seconde méthode va s'appuyer sur la connaissance des propriétés de la transformée de Fourier et de la table des transformées de Fourier. Vous retrouverez dans le document de cours, mais aussi dans les travaux dirigés associés à ce chapitre, des exemples de calculs à la fois de transformées de Fourier et de transformées de Fourier inverse. L'analyse spectrale par un algorithme de transformée de Fourier, noté alors FFT, implique de réaliser un enregistrement sur un temps fini. On parle alors de troncature d'un signal. Tronquer temporellement un signal, noté x de t, sur un intervalle de temps noté grand T, revient à multiplier le signal x de t par la fonction rectangle ou encore appelée fonction porte. La fonction porte dite centrée est définie comme suit. Elle vaut 1 lorsque on est compris dans l'intervalle de temps moins t sur 2 plus t sur 2 et elle vaut 0 en dehors. Une des applications décrites dans le document de cours a permis de montrer que la transformée de Fourier de cette fonction porte correspondait à une fonction sinus cardinale. Afin d'illustrer cette notion de troncature d'un signal, j'ai créé ici une petite application où, ici, on a un signal x de t que je souhaite considérer uniquement sur une plage temporelle définie par une fonction porte que je peux paramétrer par l'intermédiaire de la position de ces deux curseurs. Ici apparaît le signal ainsi tronqué.
Alors on l'a vu, la transformée de Fourier d'une fonction porte est une fonction sinus cardinale qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Aussi, le spectre du signal tronqué va s'étendre de moins l'infini à plus l'infini. On retiendra qu'un signal de courte durée possède un spectre dit large bande, et qu'à l'inverse, un signal de longue durée possède un spectre étroit. Ce sont des résultats importants qu'il nous faut retenir. Je vais désormais m'intéresser à la corrélation de signaux, qui a pour application la détection de signaux qui seront noyés dans du bruit, ou encore la mesure de temps de transmission, ou alors, comme vu dans le document de cours, des mesures de distance ou d'angle. On va commencer par la fonction d'autocorrélation. Donc l'autocorrélation réalise une comparaison entre un signal x de t et ses copies retardées d'une durée notée tau. Ça correspond donc à l'étude de ressemblance d'un signal avec lui-même au cours du temps. La fonction d'autocorrélation d'un signal x de t est notée usuellement Rxx de tau, où tau est la variable temporelle associée au décalage retard. Et bien cette fonction d'autocorrélation est définie comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit du conjugué du signal x de t par l'image du signal x de t décalé de tau. Et si le signal x de t est réel, eh bien l'expression de cette fonction d'autocorrélation est définie comme étant égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t fois sa copie décalée. L'interprétation graphique de la définition de la fonction d'autocorrélation est décrite dans le cours, mais j'ai créé ici une application qui va permettre d'expliquer cette notion de façon interactive. Avec ce programme, je vais chercher à définir la fonction d'autocorrélation d'une fonction porte, représentée ici en bleu, où dans la fenêtre, la fonction vaut 1, une fenêtre comprise entre l'instant t égale à 0,8 et t égale à 1,2 secondes. En rouge ici apparaît l'allure de la fonction porte décalée d'un décalage que je vais pouvoir régler par l'intermédiaire de cette glissière. La fonction d'autocorrélation étant égale à l'aire interceptant les deux signaux, lorsqu'il n'y a aucun lieu commun entre le signal et sa copie décalée, eh bien la fonction d'autocorrélation ici est nulle. Et lorsque il y a un lieu commun, une plage commune qui apparaît entre les deux signaux, ce qui est le cas ici, à ce moment-là, donc la fonction d'autocorrélation est différente de 0. On remarque que cette fonction d'autocorrélation est maximale lorsqu'il n'y a pas de décalage entre le signal x de t et sa copie décalée. Et on remarquera également cette parité de la fonction d'autocorrélation liée à cette translation de décalage. On retiendra comme propriété de la fonction d'autocorrélation que c'est une fonction paire et également que cette fonction d'autocorrélation est maximale pour un décalage nul. Mais alors qu'en est-il pour des signaux périodiques ? Voici une illustration qui va permettre de définir les propriétés de la fonction d'autocorrélation de signaux périodiques. Donc ici, j'ai un signal x de t qui est sinusoïdal, dont je peux régler la valeur de la fréquence et la valeur du déphasage. En dessous est représentée sa fonction d'autocorrélation. Alors on remarquera que la fonction d'autocorrélation, si elle est définie à partir d'un signal périodique réel, eh bien cette fonction d'autocorrélation est également périodique. La démonstration est indiquée dans le document de cours. Mais ici, j'ai un signal qui est défini sur une plage temporelle déterminée. Donc on a ici un signal qui est tronqué. Et c'est pour ça qu'on a cette allure de cette fonction d'autocorrélation. Malgré tout, on pourra remarquer que la fonction d'autocorrélation présente la même fréquence que le signal sinusoïdal et que cette fonction d'autocorrélation est totalement indifférente à la notion de phase à l'origine du signal. On pourrait de même regarder ce qu'il en est pour des signaux carrés ou dents de scie et on remarquerait alors les mêmes propriétés. On retiendra donc que la fonction d'autocorrélation d'un signal périodique a même fréquence, donc même période que le signal x de t, que l'amplitude de cette fonction d'autocorrélation est égale à la puissance a carré sur 2 du signal x de t, où a est l'amplitude du signal, et enfin que
cette fonction d'autocorrélation ne donne aucune information sur la phase du signal. Pour les signaux à énergie finie, qu'on qualifie également de signaux éphémères, eh bien, la fonction d'autocorrélation pour un décalage nul correspond à l'énergie du signal. En revanche, pour les signaux à énergie infinie, tels les signaux périodiques ou encore les signaux aléatoires, eh bien, la fonction d'autocorrélation pour un décalage nul correspond à la puissance moyenne du signal. Voyons maintenant l'intercorrélation de signaux qui va mesurer la similitude entre ces deux signaux. La fonction d'intercorrélation notée Rxy de taux de deux signaux x de t et y de t est définie comme une formulation qui tient compte du cas où les signaux x et y sont complexes, ou encore une formulation simplifiée dans le cas où les signaux x et y sont réels. Donc la fonction d'autocorrélation est définie selon une variable temporelle notée taux comme étant égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit du signal x de t fois une copie décalée du signal y de t. Si cette fonction d'autocorrélation est nulle, quelle que soit la valeur du décalage, on dit que les signaux x et y sont décorrélés. Voici une illustration d'une application de la fonction d'intercorrélation où ici, j'applique à l'entrée d'un système une série de pulses et je récupère en sortie des signaux atténués et bruités. Et je souhaite déterminer le retard temporel entre les deux signaux. Eh bien, la fonction d'intercorrélation qui mesure les similitudes de forme et de position des signaux permet de définir que, à son maximum, correspond le décalage entre les deux signaux, ce que je peux vérifier ici, en décalant le signal retard, eh bien, je décale la fonction d'intercorrélation, le maximum de la fonction d'intercorrélation, et je peux donc définir quel est le retard à mesurer. Et on remarquera que cette détection de retard est envisageable même si le signal reçu est entièrement parasité, complètement noyé dans le bruit et quasi indéfinissable à l'œil nu. Les propriétés de la fonction d'intercorrélation de signaux à retenir sont donc que le maximum de la fonction d'intercorrélation se situe à l'endroit du décalage correspondant au maximum de similitude entre les deux signaux. Donc c'est une propriété qui est très utilisée pour mesurer des temps de propagation et donc des distances ou encore des angles, comme vu dans le document de cours. Et ensuite que pour des signaux périodiques, eh bien, la fonction d'intercorrélation est également périodique. Vous retrouverez dans le document de cours, bien plus décrit que cette présentation, et également dans le document de travaux dirigés, eh bien, des exemples de calcul de fonctions d'intercorrélation. Alors, au cours de ce chapitre, nous avons défini la transformée de Fourier d'un signal x de t et la transformée de Fourier inverse. Au cours du premier chapitre vu ensemble, la classification des signaux, nous avions défini que la densité d'énergie d'un signal x de t était égale au carré du module de ce signal et cette densité d'énergie caractérisait l'énergie transférée par le signal au cours du temps. Si le signal x de t est une tension, cette densité d'énergie s'exprime alors en volts carrés. À la transformée de Fourier xJF correspond la densité spectrale d'énergie, notée DSE ou encore S indice X de la fréquence f, définie comme étant égale au carré du module de cette transformée de Fourier. Cette densité spectrale d'énergie représente la répartition de l'énergie du signal suivant les fréquences. Si le signal x de t est une tension exprimée en volts, eh bien la densité spectrale d'énergie, SXF, s'exprimera quant à elle en volts carrés par hertz carré. La densité spectrale de puissance, qui sera quant à elle notée DSP, va représenter la répartition de la puissance d'un signal suivant les fréquences. Le théorème de Wiener-Kilchin permet d'établir que cette densité spectrale de puissance correspond à la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation du signal x. Aussi, si le signal x de t s'exprime en volts, eh bien, cette densité spectrale de puissance, notée également grand R XX de JF, va s'exprimer en volts carrés par hertz. Cette notion de densité spectrale de puissance est notamment indiquée dans les documentations techniques de composants, par exemple ici pour l'amplificateur opérationnel TEL 081,
il apparaît la tension de bruit équivalente d'entrée en fonction de la valeur de la fréquence. Mais nous aurons l'occasion au cours du chapitre C04, les signaux aléatoires, de revenir sur cette notion. Alors faisons maintenant le point sur comment on peut déterminer l'énergie d'un signal. Donc je vais considérer évidemment le cas des signaux à énergie finie, que sont les signaux éphémères. Eh bien, en résumé, on pourra considérer que pour un signal x de t, on pourra déterminer son énergie notée grand W dans le domaine temporel à partir de la densité d'énergie comme étant égale au carré du module, et à ce moment-là, l'énergie correspond à la limite, lorsque delta t tend vers l'infini, de l'intégrale de cette densité d'énergie au cours du temps. Cette énergie s'exprimera en volts carrés secondes. Ou alors, une deuxième possibilité pour déterminer l'énergie du signal, ça va être de déterminer la fonction d'autocorrélation du signal x de t, et on l'a vu, la fonction d'autocorrélation pour le décalage nul correspond à l'énergie W du signal. Ou encore, à partir du signal x de t, on définit sa transformée de Fourier notée xjf. On en déduit alors la densité spectrale d'énergie comme étant égale au carré du module de cette transformée de Fourier, et l'énergie du signal sera alors l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette densité spectrale d'énergie. Voilà donc 3 méthodes pour déterminer l'énergie d'un signal. Alors laquelle choisir? Eh bien en fait on privilégiera toujours la méthode la plus simple pour aboutir à l'expression de cette énergie. Vous retrouverez sur la plateforme de partage associée à ce module les travaux dirigés liés à ce chapitre, et notamment des calculs d'énergie selon les différentes voies et méthodes présentées. Dernier point, comment calculer la puissance d'un signal, un signal périodique ou d'un signal aléatoire. Alors pour un signal périodique, on a la connaissance de son expression x de t, et donc on pourra, à partir de cette expression, définir la densité d'énergie et donc établir l'expression de la puissance. À partir de l'expression de x de t, on peut également définir la fonction d'autocorrélation, en déduire l'expression de la puissance moyenne recherchée, là encore, comme étant égale à la fonction d'autocorrélation pour un décalage nul. On pourra également définir la transformée de Fourier de cette fonction d'autocorrélation et calculer la puissance p comme étant égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction d'autocorrélation. Et enfin, dans le domaine fréquentiel, à partir de la décomposition en série de Fourier du signal périodique, on pourra là encore définir sa puissance moyenne.